Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie concernant l'alimentation du sportif. Nous allons traiter aujourd'hui les besoins en macronutriments du sportif. Le plan de cette présentation va déjà commencer par définir les besoins glucidiques, puis les besoins lipidiques, les besoins en protéines, et puis j'aborderai en dernière partie l'équilibre en macronutriments. Quels sont les besoins glucidiques chez les sportifs? Les réserves en glycogène, comme nous l'avons déjà vu à la vidéo précédente, dépendent des entrées alimentaires en hydrates de carbone. Je rappelle que les hydrates de carbone, c'est les glucides, donc le sucre. Ces hydrates de carbone vont avoir une sorte de charge glycémique qui elle-même va dépendre du mode de cuisson. Plus le produit est cuit, plus sa charge glucidique est élevée et donc il sera considéré plutôt comme un sucre rapide. C'est une notion importante pour pouvoir bien préparer les plats et bien tenir compte des besoins et des apports glucidiques. Les régimes enrichis en hydrates de carbone, bien entendu, ils vont améliorer les performances dans les sports d'endurance, mais aussi dans les sports collectifs tels que le foot, le rugby, le hand, le basket, etc. À titre d'exemple, un sportif d'endurance qui s'entraîne 2 à 3 heures par jour va consommer en moyenne 150 à 200 grammes de glucides pendant l'effort. Pour resynthétiser le glycogène musculaire qu'il a utilisé, il doit recevoir 55 à 60% de l'apport énergétique total en glucides. Un programme alimentaire riche en glucides doit reposer sur les méthodes d'administration qui doivent être bien organisées. Une part importante doit provenir des 3 repas avec si possible un faible index glycémique. On va les retrouver ces apports dans les lentilles, dans le riz complet, dans les pâtes de blé dur, etc. Mais il faut aussi introduire les céréales. Le petit déjeuner doit fournir des substances glucidiques pour reconstituer le stock de glycogène hépatique après une bonne nuit de jeûne. Avant l'effort, l'ingestion d'hydrates de carbone fait l'objet d'avis très controversés sur la performance. L'ingestion de sucre rapide, donc d'index glycémique élevé, va entraîner une hyperglycémie réactionnelle, suivie d'une forte réponse insulinique, à l'origine d'une hypoglycémie en début d'effort. Il est à son max si l'ingestion est réalisée 30 à 40 minutes avant le début de l'effort. Ce phénomène peut être minimisé par l'ingestion de sucre lent, donc d'index glycémique bas. On pourrait proposer pour des efforts intenses de plus d'1 heure un apport de 20 à 30 grammes sous forme de boisson glucidique, ce qui peut assurer en même temps une hydratation et un apport énergétique. La vidange gastrique peut être limitée si le soluté dépasse les 8 à 10% de la solution préparée. Pour cela, il faut privilégier les polymères de glucose et les solutions de disaccharides pour réduire l'osmolarité des boissons tout en préservant leur charge énergétique. La concentration en soluté des boissons de l'effort doit varier en fonction des conditions climatiques. Je vous renvoie au tableau de Guézenec. Pour un effort au-delà de 2h30, les boissons doivent être complétées par des aliments solides à index glycémique élevé, tels que les fruits secs, les barres de céréales, les pâtes de fruits, etc. Et dès l'arrêt de l'effort, il faut un apport en sucre pour accélérer la resynthèse des stocks de glycogène. La recommandation est en moyenne de 1,5 g de glucose par kilo de poids dans les 30 premières minutes de récupération pour pouvoir reconstituer le glycogène musculaire. Un apport de fructose associé peut permettre la resynthèse du glycogène hépatique. On va aborder en deuxième point les besoins lipidiques. Certains sportifs vont pratiquer des régimes de restriction en graisse.
Cependant, l'intérêt de couvrir les besoins en acides gras essentiels peut justifier qu'un apport minimal soit recommandé. L'apport énergétique total doit être supérieur à 25% en lipides. Les études réalisées sur les régimes hyperlipidiques dans les sports d'endurance n'ont pas démontré réellement un intérêt particulier en nutrition, car les lipides consommés avant ou pendant l'effort ne sont pas forcément utilisés comme substrat énergétique. Seules les graisses déjà stockées peuvent être utilisées comme source d'énergie. L'apport en acides gras polyinsaturés peut améliorer différents paramètres de la circulation sanguine. On va maintenant aborder les besoins en protéines. Il est totalement admis que le métabolisme protéique pendant l'effort est augmenté. On va retrouver une diminution de la balance azotée pendant l'effort musculaire, suivie d'une augmentation de la synthèse des protéines pendant la phase de récupération. Des mesures effectuées ont pu permettre de mettre en évidence une consommation de protéines de l'ordre de 3 grammes par heure. D'abord l'oxydation directe des acides aminés branchés dans le muscle, puis une lyse des protéines musculaires sous l'effet des contraintes mécaniques et métaboliques de l'effort prolongé. Quand on parle de métabolisme protéique, on va parler de 2 phases. Une phase pendant l'effort qui va concerner le catabolisme et une phase pendant la récupération qu'on va appeler l'anabolisme. Un apport optimal de protéines est donc nécessaire pour préserver cette masse musculaire, mais un excès de protéines sans l'activité physique associée est incapable à lui seul de stimuler les synthèses. Quels sont les besoins en protéines? Un athlète d'endurance a besoin environ de 1,6 g par kilo et par jour. Des athlètes confirmés dans les exercices de force vont avoir un besoin un peu plus supérieur qui peut atteindre 2 g par kilo et par jour en période de prise de masse musculaire. Je pense notamment à l'haltérophilie. Les sportifs de haut niveau et en période d'entraînement intense, ils vont avoir un besoin qui sera évalué entre 1,6 et 2 g par kilo et par jour, ce qui représente à peu près 180 g de protéines par jour sur une ration de 4000 kcal. Je rappelle que 180 g de protéines par jour, ce n'est pas 180 g de viande par jour. C'est un peu plus de 180 g de viande. Évidemment parce que dans la viande, on va retrouver des protéines, mais on va retrouver aussi d'autres substances. La supplémentation en poudre ou autres produits ne doit pas dépasser le tiers des apports naturels. Des études ont démontré l'efficacité après l'effort de l'apport en acides aminés associés aux hydrates de carbone, qui sont les sucres, pour accélérer cette récupération. Quel va être maintenant l'équilibre alimentaire du sportif par rapport à ses macronutriments? La ration d'entraînement en termes de pourcentage de l'apport énergétique total doit être de 55% des hydrates de carbone, donc de glucides, de 30% de lipides et enfin de 15% de protéines. Le repas doit rester pour le sportif un moment de plaisir et de convivialité sociale. En collectivité, il ne faut surtout pas isoler le jeune sportif de ses coéquipiers avec un menu individuel, particulier, etc. La base de l'alimentation quotidienne du sportif est résumée tout simplement par la règle de Kreff qui va être 4 portions de glucides, 2 portions de protéines et 1 portion de lipides. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous bientôt pour la dernière partie de l'alimentation du sportif qui traitera des besoins en vitamines, en minéraux et j'insisterai sur l'importance de l'hydratation. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes l'acteur principal de votre propre santé.